Nouvelle émission spéciale élection, on va challenger tous les partis. Aujourd'hui, on reçoit Maxime Prévost, désengagé dans ce nouvel épisode, réalisé et coproduit avec notre partenaire Imovlan. Merci Maxime d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Début de campagne plutôt pas mal, les sondages. Oui, mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce sera le résultat final dans les urnes. J'ai toujours relativisé les sondages quand ils étaient moins bons. Maintenant qu'ils nous sont plutôt favorables, je vais garder la même prudence. On va challenger quelques idées du programme. Forcément, c'est le rendez-vous des propriétaires, donc on va parler logement, immobilier avec vous dans un instant. Face à vous, deux chroniqueurs stars de l'émission, Eric Spitzer, CEO d'Imovlan. Bonjour Eric. Salut David, bonjour Maxime. Qui a sorti sa plus belle chemise et qui cette fois-ci est repassée. Et donc c'est un vrai effort qu'il a fait pour vous. Je le remercie. J'ai monté le niveau. Ouais. Et puis il a perdu 4 kilos, mais il est toujours aussi compétent. C'est notre ami Anthony Urbain qui est là. Coucou Anthony. Hello à tous. On va démarrer très vite cette émission. On vous invite vous aussi à réagir en commentaire de cette vidéo. Sur le WhatsApp de l'émission aussi, le numéro s'affiche ici en dessous. Donnez votre avis, posez vos questions. En fin d'émission, vos questions sont dans l'urne. On va y répondre. Le rituel de ce début d'émission, Maxime, c'est de savoir est-ce que vous êtes propriétaire ou pas? Oui, d'un seul bien. À Namur, j'imagine. À Namur, dans un beau petit village périphérique qui s'appelle Dave, où on connaît le village en général parce que s'y trouve ce qu'on appelait avant un asile, et donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un trouble de santé mentale, je fais de la politique, mais il y a souvent un lien à mon avis, mais plus sérieusement, effectivement, une habitation que je n'ai toujours pas complètement remboursée. Vous l'avez acheté il y a combien de temps? Oh là là, je l'ai fait construire en 2010. Est-ce que ça a été simple d'acheter ce premier bien? On sait que l'accès à la propriété aujourd'hui, en 2024, c'est un vrai débat. À l'époque, c'était plutôt facile. Je suis pas persuadé que c'était nécessairement facile à l'époque, c'était simplement des autres échelles de valeur, hein, inévitablement, et pour beaucoup de gens déjà à l'époque c'était parfois compliqué. Heureusement parfois qu'on a des apports de patrimoine de mamie, de papy ou d'autres pour pouvoir acquérir le terrain, mais une fois qu'on a le terrain, tout n'est pas terminé et tout reste encore à faire. Et donc cette vraie question de l'accessibilité au premier logement, c'est un élément me semble-t-il central, surtout pour des Belges qui sont réputés avoir la brique dans le ventre. On va en parler dans un instant dans vos 3 mesures qu'on va présenter. Nos amis ici pourront vous donner une note de 1 à 5, hein, puis vous aurez l'occasion d'argumenter, puis on verra s'ils vont améliorer ces notes-là. Mais rapidement, cette envie de devenir propriétaire, c'était quelque chose que vous aviez en vous ou pas du tout en fait, c'est venu par opportunité? Oui, non, je n'ai pas nécessairement grandi avec la volonté de vouloir devenir à tout prix propriétaire. Je pense que j'étais plus attentif à rester dans le village dans lequel j'étais, dans lequel j'avais pu grandir. Hein. On a tous besoin à un moment donné d'avoir quelques racines, et comme c'est vrai que mon parcours de vie, le divorce de mes parents, etc. m'a amené à parcourir un petit peu toute la Wallonie, étant né à Mons, ayant vécu au Grand-Duché, ayant fait bâtir mes parents du côté d'Arlon pour au final me retrouver à Namur. Je crois que dans le village dans lequel j'ai débarqué à l'époque à 7 ans, j'avais envie de m'ancrer, et puis j'étais locataire et l'occasion s'est produite de pouvoir à un moment donné prendre un coup de crayon et faire quelque chose qui soit plus conforme à mes envies. On en sait un peu plus maintenant sur le parcours de monsieur Maxime Prévost en tant que propriétaire. On va démarrer maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec 3 premières propositions. Vous avez vos ardoises, vos marqueurs, les amis, vous écoutez. Première proposition en une phrase, et puis on va les laisser vous poser des questions. Vous aussi, vous mettez une note en commentaire de cette vidéo. 1, c'est pas dingue. 5, on est très bien, on valide cette mesure. Première mesure que vous voulez mettre en avant dans cette émission. Mais on parle justement de l'accès à la propriété. L'un des freins principaux, c'est de disposer évidemment de fonds propres pour pouvoir le faire. On sait qu'aujourd'hui, les banques ne prêtent plus nécessairement 100% du capital qui est nécessaire. Souvent, on exige même une part de fonds propres qui soit mise en apport. Et à cela s'ajoute, bing, haute couche de la lasagne, les frais de notaire. Et les droits d'enregistrement. Exactement. Et donc, conclusion, ça fait très vite plusieurs dizaines de milliers d'euros supplémentaires qu'il faut pouvoir débourser, que toutes les banques n'incluent pas nécessairement dans le prêt originel. Et donc, ce que nous préconisons pour pouvoir donner un petit peu d'oxygène, c'est que ces droits d'enregistrement, plutôt que de devoir être retirés d'un coup dès l'entame, puissent être lissés dans le temps sur la durée du prêt. Si on prend un prêt de 20 ans, qu'au lieu de débourser une somme importante de plusieurs dizaines de milliers d'euros dès le départ, qui s'ajoute à la difficulté initiale,
au moment où généralement on a moins d'argent que quand on est déjà 10-15 ans plus tard installé dans un emploi, alors que ça vienne soulager avec ce lissage dans le temps des droits d'enregistrement pour la première acquisition. Lissage des droits d'enregistrement sur 20 ans, sur la durée du crédit. Eric, Anthony, vous notez. On est du côté d'Anthony sur une note plutôt bonne, 3 sur 5 pour Anthony. Et Eric, on a une note de 3 sur 5. C'est pas concerté, hein. Donc, très belle beau, note. Ça va. C'est encourageant. On va essayer d'aller chercher le 4 et le 5. Oui, j'espère bien. Quelles sont vos questions? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 5, Eric? Alors, évidemment, à titre personnel, mais je pense que tout le monde est sensible au fait que les primo-acquérants ont toujours des difficultés et doivent effectivement compter sur soit la mensuétude de la banque, soit une petite aide familiale, donc c'est jamais évident. Donc, sur le principe, c'est une bonne mesure. Moi, j'ai simplement 2 remarques. La première, c'est que quelque part, les pouvoirs publics font un crédit sans intérêt pendant 20 ans. Bon, bien. Comment est-ce qu'on va financer ça? Alors, j'ai pas trouvé le montant total des droits d'enregistrement payés l'année passée, par exemple, mais c'est quand même beaucoup de sous. Alors, c'est une taxe qui vient dans les caisses de l'État. Cette taxe va être divisée par 20. Cash is king, hein, comme on dit, chez POSC aussi d'ailleurs. Très belle expression dans cette émission. Et donc, évidemment, ça risque de créer quand même... Enfin, en tout cas, il va falloir financer cette mesure. Donc, petit point d'interrogation là-dessus. Et ma deuxième remarque, c'est que est-ce que ça va pas avoir un effet pervers qui consiste à dire, OK, l'opération me coûte en fait en cash moins, donc je vais pouvoir me permettre d'acheter plus, un bien plus important, et donc est-ce que ça ne va pas quelque part créer un peu de spéculation et un peu d'inflation sur les biens, puisque tout d'un coup les prix risquent d'un peu monter. Monsieur Prévost, une petite réaction rapide d'Anthony. Oui, rapidement. Moi aussi la question que j'ai, parce que Eric dit oui c'est l'État qui finance. Est-ce que déjà, ça c'est ma question, est-ce que c'est l'État qui va financer justement ces frais notés, en tout cas qui va l'étaler, ou est-ce que ce sera financé par la banque, ça on ne sait pas. Et effectivement aussi, quid si à un moment donné on revend? Si on revend, qu'est-ce qui se passe si j'ai payé pendant 5-10 ans et puis j'en sais rien, je divorce ou j'ai autre chose, quelque chose qui se passe dans ma vie, je dois revendre ma maison, je paye quoi? Et là, ça fait un gros trou effectivement dans les caisses de l'État. Alors, l'objectif, c'est pas que ce soit l'État nécessairement qui se substitue aux opérateurs bancaires. L'idée, c'est que l'État, par contre, prévoit, grâce au vote d'une législation, la modalité qui serait alors susceptible soit d'être choisie, soit de s'imposer, selon la nature du débat que l'on pourra avoir avec les parlementaires. Et l'idée, alors, évidemment, c'est de rembourser la banque, y compris si vous revendez le bien après 5 ou 10 ans parce que vous vous séparez comme vous l'évoquez, à ce moment-là, il faut que ce que vous n'avez pas payé à l'origine, vous le remboursiez, et ça viendrait par exemple en déduction du prix de vente de votre bien parce que vous décidez de le mettre sur le marché après la séparation. Donc évidemment qu'il faut garantir cette sorte de portabilité quelque part du remboursement de ces droits d'enregistrement. Après, je suis moins craintif sur l'effet d'inflation que ça pourrait avoir, y compris sur la dimension des logements, parce que je vais vous raconter une anecdote vécue comme bourgmestre donc du terrain. Autant il y a 15 ans, la plupart des élus étaient assez réfractaires à l'idée de favoriser par des permis d'urbanisme l'éclosion de logements de petite taille, ayant la crainte que ce soit moins qualitatif, que ce soit un peu trop clapier à lapin. Aujourd'hui, ça fait partie inexorablement du mix de bâti, parce qu'il y a de plus en plus de papas solo, de mamans solo, de personnes qui sont pensionnées mais sans vivre de manière exorbitante, qui ont le besoin de pouvoir trouver un logement de petite taille, surtout si avec la séparation il faut assumer la garde alternée 1 semaine sur 2, avec aussi des chambres pour les enfants en question. Et donc aujourd'hui c'est plus compliqué de pouvoir arriver, même sur le plan locatif, à trouver un logement qui soit en adéquation avec son budget, surtout quand on est seul à avoir un financement et des ressources. Et donc, je pense pas que tout le monde va se précipiter vers une inflation à la hausse des mètres carrés au motif qu'il y aurait ce léger lissage dans le temps. Anthony, c'est quand même... c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais comparativement à l'acquisition du bien et au coût que ça représente, ça reste vraiment une proportion. C'est sûr. Par contre, je comprends, j'ai moyennement compris, bien sûr, il y a des textes qui doivent être votés, mais concrètement, pratiquement, c'est 10-15%. Ce serait la banque, du coup, ce serait du coup la banque qui financerait. Vous les forcez comment est-ce que vous l'enjeu, c'est que ce soit une faculté offerte, parce que celui qui a la
possibilité, et peut-être que ça l'arrangerait mieux, de décaisser ses droits d'enregistrement dès le départ, il n'y a pas de raison qu'on le contraigne à lisser. Donc ça doit être une faculté. Oui. Après, il faut être conscient aussi que cette faculté, la banque ne va pas le faire pour les beaux yeux de la princesse. Donc elle va évidemment prendre un intérêt dessus. Simplement, si on prend les valeurs absolues, au final, si vous le lissez dans le temps, il y aura un petit peu plus à rembourser que si vous payez tout de suite. Simplement, ce sera plus soutenable financièrement, budgétairement, au tenté pour chacun des primo-acquérants. Monsieur Prévost, on a la chance d'avoir l'homme qui murmure aux oreilles des banquiers. Est-ce que tu penses, Anthony, que c'est quelque chose qui peut être apprécié par les banques En fait, moi, ce qui m'étonne un peu dans la mesure où, en tout cas, ce serait un peu faire un retour en arrière, puisqu'à l'époque, financer les frais de prêter à 120%. Prêter à 120 ou 125%, on le faisait à l'époque. Et aujourd'hui, c'est encore possible, effectivement, mais moyennant garantie. Soit des garanties que nous on a, soit des garanties des parents. Et tout le monde ne s'est pas nécessairement en aligné. Exactement. Donc moi sur le principe, entre guillemets, je dis ok, c'est super chouette. Et en plus, égoïstement, ça me fera un peu plus de business forcément, vu qu'il y aura plus de crédit. Mais par contre, je me dis ok, si c'est entre guillemets si simple, pourquoi ça n'a pas été fait? Et aujourd'hui, je pense qu'il y a surtout une question de garantie pour ne pas retourner justement dans des marchés ou dans des problèmes qu'on a eu à l'époque en se disant tiens, j'ai financé trop de biens à 125%, il y a trop de gens qui n'ont pas su payer à un moment donné, et du coup je me retrouve avec des biens sur le marché où j'ai financé moi 125%, mais la maison ne suffit pas à rembourser. Donc là on se retrouve avec des problèmes. L'objectif, c'est pas de faire une bulle spéculative comme on l'a connu aux États-Unis, ça a été aussi ce genre de mécanisme qu'il a mis en œuvre. Ouais. Ici on est sur une faculté qui n'est pas offerte à tous dès lors que vous n'avez pas un apport de garantie, parce que tout le monde n'a pas nécessairement dans la famille des proches qui sont capables de, ou d'autres biens. Et donc on est dans une démarche qui veut réouvrir cette possibilité pour alléger la charge financière, certainement quand on est primo-acquéreur avec des ressources moindres que d'autres, pour simplement diminuer le nombre de cailloux dans le sac à dos. Voilà. Et comment est-ce que du coup vous garantissez le fait que justement la banque entre guillemets prenne un risque, si je peux dire ça, qui est plus élevé, puisque oui, son risque est assez marginal puisque couvert notamment par les intérêts qu'ils vont glaner. Et puis si jamais ils ne sont pas capables de pouvoir rembourser, c'est comme dans n'importe quel cas de figure. À ce moment-là, la banque active ses droits, notamment sur le bien. Oui, sauf qu'une banque fait de l'analyse de risque. Et la dernière chose que veut faire une banque, prête sur base des capacités de remboursement. Elle ne peut légalement pas prêter sur base de garantie. On n'est pas au mont-de-piété. Et deuxièmement, justement, je veux dire, un peu échaudé par les subprimes et ce qui en est ressorti. Elles ont des politiques de crédit et de gestion des risques qui sont aujourd'hui beaucoup plus dures. Alors ça a des bons côtés et des mauvais côtés, mais pour l'emprunteur, ça a des mauvais côtés. Et donc, ma question c'est comment est-ce que l'intervention du politique, parce qu'ici on parle politique, va faire en sorte qu'on puisse infléchir cette politique des banques qui est devenue plus dure. Et on va clôturer là-dessus, sur cette question du lissage. On clôturera là-dessus. Moi, j'ai un sentiment un petit peu différent. C'est clair que les banques, ayant connu ce qui s'est passé les dernières années, ont eu une période où elles se sont rigidifiées. Quand je discute aujourd'hui avec les opérateurs bancaires, la première chose qu'ils me disent, c'est qu'ils sont demandeurs d'accroître leur portefeuille aussi de crédit pour pouvoir réinjecter effectivement dans l'économie réelle toute une série de flux. Et donc, je pense qu'il y a aujourd'hui une tendance à être plus souple et plus ouvert sur l'activation des crédits que ce n'était le cas il y a 5 à 10 ans. Anthony, vas-y, est-ce que tu me caresses la jambe? J'imagine que c'est pas un geste d'affection. Bon, non, mais tu veux intervenir, j'imagine. Je sais que tu aimes bien. Alors, mot de la fin pour toi. Le mot de la fin. Non, mais effectivement, il y a un côté aussi qui a changé par rapport à avant. C'est qu'avant, si les taux étaient très, 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 très bas et les banques avaient moins de marge, si je peux dire ça. Aujourd'hui, avec l'augmentation des taux, effectivement, on retourne aussi sur un marché immobilier et de crédit qui se rapproche un peu plus du passé aussi, où les banques aussi retrouvent encore aujourd'hui des marges qui sont un peu plus important, si je peux dire ça. Donc, ouais. Vous faites comme Eric Anthony, vous notez la mesure de Maxime Prévost sur le lissage des droits d'enregistrement sur la durée du crédit. Est-ce que vous modifiez votre note, les amis? Eric, tu modifies, tu restes sur 3? Je reste sur 3. Ou tu peux diminuer aussi si jamais tu n'as pas été convaincu. Non, mais je rappelle les règles de cette séquence. Ah, je peux diminuer? Alors, je vais rester sur 3. Tu vas rester sur 3? Ouais, je reste sur 3 aussi. Voilà. C'est plutôt pas mal pour une première mesure. Pas mal. On va continuer à avancer. Dans un instant, il y aura aussi le dossier des chroniqueurs. Vous avez choisi de parler des droits de succession. C'est un vrai sujet aussi chez vous. On a pu le voir lors des derniers débats en télé. C'est revenu très vite sur la table. Donc, si vous attendez ce moment, c'est dans un instant. Mais d'abord, deuxième mesure du Parti des engagés. Il y en a beaucoup des mesures dans votre programme très complet. On s'intéresse à 3 grandes mesures. La deuxième. Oui, 700 pages qu'il était difficile de pouvoir commenter avec la tablette à chaque fois. Alors, la deuxième mesure, c'est qu'on est conscient qu'aujourd'hui,
à la fois pour faire œuvre utile dans le combat climatique et pour réduire la facture des citoyens, le portefeuille, le pouvoir d'achat étant une préoccupation de tous les jours, nous souhaitons alors qu'il y ait un tiers garant qui agisse comme tiers investisseur, qui soit l'État, là très clairement, pour pouvoir effectivement mettre à niveau d'isolation votre bâtiment. La plupart des déperditions énergétiques, qui sont issues d'ailleurs du fossile, trouvent leur source dans les bagnoles et dans les maisons, les apparts, bref, dans le logement de manière générale. On a une situation paradoxale, c'est qu'on veut inciter aujourd'hui les citoyens à investir pour mieux isoler leurs biens, avec quelques primes parfois qui existent, mais concrètement on le sait, seuls ceux qui ont la capacité administrative de comprendre les dédales de ces procédures et la capacité financière de pouvoir avancer l'argent réalisent ces investissements. Conclusion, ceux qui souvent en ont le plus besoin parce qu'ils vivent dans des vrais passoires énergétiques mais qui n'ont pas les ressources financières utiles passent à côté et continuent de payer gros gras cher des factures énergétiques. C'est pas bon pour eux, c'est pas juste sur le plan social, c'est pas bon pour la planète qui continue aussi d'en subir les effets. Donc nous, ce que nous voulons, c'est un plan triple zéro. Zéro tracas, zéro procédure, zéro blabla, je la sentais venir, voilà. Et zéro émission CO2. Et donc, c'est l'État qui, là, avance et réalise les travaux d'isolation et se refinance sur base des gains énergétiques qui sont réalisés, à concurrence de la moitié du gain, pour qu'il reste quand même encore du gain pour le citoyen lui-même, et ça, le nombre d'années nécessaires, et avec la même chose, quand il y a une cession ou il y a un bien, ça fait partie intégrante du calcul. L'isolation sans frais via un tiers investisseur, vous notez cette mesure, les amis. On avait parlé de tout ça avec le PTB, l'épisode qui est évidemment disponible déjà sur notre chaîne YouTube, qui parlait, qui a fait la comparaison avec l'Allemagne aussi, qui a mis une grande banque d'investissement pour pouvoir financer tout ça. On va voir si c'est similaire, vous serez challengé dans un instant. On a une note de 3 pour Anthony Urbain qui est très généreux aujourd'hui. Et puis on a 2, Eric, un petit 2. Il faut savoir qu'ils ont été creusés la mesure déjà en préparation, et donc ils ont pas mal de petites questions par rapport à cette mesure. Anthony, c'est toi qui démarre pour challenger Maxime. Moi, c'est toujours un peu la même question que tout à l'heure. La question, c'est comment ce que vous faites, entre guillemets, parce que de nouveau, c'est du financement étatique, donc ça c'est très clair, mais c'est l'avantage aussi de l'État, c'est une de ses contraintes, c'est qu'il a effectivement un déficit qui explose et une dette également. Mais ce qui est important, c'est surtout de voir ce que représente la charge de la dette sur le budget de l'État, parce que c'est ça qui détermine la soutenabilité à long terme. C'est pas nécessairement le volume en chiffre absolu de la dette ou même du déficit. Et là, actuellement, on doit évidemment s'en préoccuper, parce qu'on n'en parle pas suffisamment, mais rien que la charge de la dette, 10-12 milliards par an, c'est davantage que le chômage, et pourtant on discute beaucoup plus du chômage que de la dette. Néanmoins, aujourd'hui, si on veut avoir un cycle vertueux de relance économique, de développement de nouvelles filières de métiers, de remise à l'emploi de plein de jobs du qualifiant, et par ailleurs faire œuvre utile sur le plan climatique et alléger la charge sur les ménages et donc avoir un gain de pouvoir d'achat, il n'y a pas 45 000 manières de fonctionner, et avoir un investissement, parce que c'est de ça qu'il s'agit, un investissement bon pour la planète, mais un investissement pour l'économie de manière générale, ça doit passer par cette structure étatique. Et les moyens qui doivent y être dégagés vont pouvoir être notamment compensés par l'impact en PIB que cette machine économique vertueuse est censée produire. C'est aussi davantage d'emplois qui vont pouvoir être créés, et donc diminuer aussi diminuer le coût, notamment de chômage que représente... Vous parlez de 100 000 emplois dans le programme, la volonté serait de créer 100 000 emplois. Exactement. Emploi public, alors... Non. La stimulation ça, c'est publique... des différences avec le PTB, par exemple. Évidemment, mais le PTB ne voit qu'à travers le public en permanence. Moi, je vois que le public est un stimulateur. Okay. Il n'a pas vocation à se substituer à ce que le secteur privé fait très bien et ce que le secteur associatif peut faire avec cœur. Et donc, là, la volonté, elle est celle-là. Je rappelle que par ailleurs, on a présenté un grand plan de réforme fiscale de près de 50 milliards d'euros. Nous sommes la seule formation politique à l'avoir fait, saluée par un grand nombre d'experts et de fiscalistes qui ont contribué d'ailleurs à la rédaction de ce plan fiscal, et dans lequel, outre le fait de diminuer les charges pour les patrons et de redonner un peu de respiration pour les travailleurs, on dégage aussi des marges pour des politiques prioritaires, notamment la santé, mais on le sait aussi, la transition. Et la transition, elle ne sera réussie que si on s'attaque au logement. Eric,
une réaction par rapport à cette mesure-là? Oui, moi alors, on part du principe que l'État avance l'argent, mais qu'il va le récupérer. Oui, ça c'est sûr. Oui, puisque la Donc, il moitié. pourrait le donner aussi. Non. Là, en l'occurrence, c'est pas la solution que nous préconisons. Donc, vous ne donnez pas l'argent. alors. Je ne fais Donc, pas tu la dis, pêche au rends canard. l'argent, Je ne fais d'accord. pas la pêche au canard où tout le monde repart avec un cadeau. Je suis dans une démarche visant à dire. Ni l'école des fans où tout le monde a gagné. Voilà. D'accord, ok. Je suis dans une démarche où l'État prend à cœur son rôle d'impulsion Oui. pour pouvoir aussi corriger le tir par rapport à ceux qui ont le moins de ressources mais dont le bâti est le plus ancien, où les passoires énergétiques sont très fortes. C'est à la fois une démarche, à mon avis, très en phase avec les principes du service public, c'est-à-dire d'équité sociale, de justice fiscale et d'opportunité environnementale. Georges-Louis Boucher, ici, dans cette émission, est revenu sur la notion du rebond. Oui. Sur le fait que, selon une étude, on voyait qu'en année 3, finalement, le gain, il est de 0. Et donc, alors, comment l'État récupère son argent? Non, mais juste, Si le gain est de si je peux zéro. compléter la question, en fait, moi, un bête calcul, 30 000 euros. 30 000 euros, c'est pas énorme pour une rénovation lourde des passoires énergétiques. Ça coûte vite beaucoup plus Plus que cher. ça, oui, bien mais sûr. disons 30 000, pour faire simple. En 10 ans, si on fait un remboursement sur 10 ans, c'est sans intérêt, c'est 3 000 euros par an. C'est 250 euros par mois. Simple. Ouais. Si on dit qu'on récupère les sous sur base de l'économie d'énergie et qu'on prend que 50%, il faut qu'on économise 500 euros par mois d'énergie. Parce que 50%, donc 500 euros d'économie par mois d'énergie. Dans ce calcul, hein, c'est un calcul à Oui, où la cote mal taillée. où Mais on fait sur 20 au lieu de 10. ok, alors il faut 250 euros par mois d'énergie Non, mais c'est- économisée, dont on récupère 50%. Et donc, c'est très difficile d'avoir une boule de cristal, de se dire, les gens vont, 250 euros, c'est beaucoup de sous, hein, je veux dire, par mois d'économie, c'est quand même beaucoup d'argent. Et deux, il y a cet effet rebond, effectivement, où sans doute que des gens qui ont un pouvoir d'achat un petit peu plus sous tension disaient, écoute, on va mettre un petit pull, hein, on va mettre un petit degré ou deux de moins. Quand finalement, ils se sont habitués à cette facture-là, et certaines études démontrent qu'en fait, ils se disent, on va enlever le pull, on va remettre un degré de plus. Le budget, on l'a, et l'économie d'énergie n'est pas telle. Donc moi, en fait, j'ai mis deux, parce que là, évidemment, la mesure est très bien. Je la trouve absolument. J'ai fait plein de calculs, je la trouve qu'elle n'est pas finançable. Alors, sauf que, vous avez une grille de lecture qui est liée à la rentabilité sur une période de l'amortissement, en général, Oui, des oui. panneaux, etc., Oui, puisque oui. vous avez évoqué 10 ans. Oui, Bon. 10 ou 15 ou 20, mais. Voilà. Ou alors on doit faire ça sur des multigénérationnels. Non, il ne faut pas verser dans le multigénérationnel pour autant. Mais sauf que si l'enjeu, c'est de réussir ce pari de la relance économique dans ces secteurs et du combat climatique, ce n'est de toute manière pas un enjeu qui doit se concevoir à un horizon court de 10 ou 15 ans. Ça reste un combat de long terme. Et puis, on a des centaines de milliers de biens à devoir mettre à niveau. Ça ne va quand même pas se faire non plus en 2 temps, 3 mouvements. C'est sûr. Donc, c'est une politique qui se compte en décennies. Premier élément. 2, il faut se rendre compte que dans certains logements sociaux aujourd'hui, la facture énergétique est plus importante que le loyer. Et donc ça veut dire qu'on en arrive à être en absurdie avec des personnes qui, ayant de faibles ressources financières, se retrouvent avec 350 euros de loyer à payer, mais ont une facture énergétique de 500 boules. Et donc, pour elles aussi, avoir un gain qui peut se lisser dans la durée, mais qui va pouvoir redonner de la respiration et remettre à niveau un parc mobilier, d'autant que le parc mobilier des sociétés de logement public est quand même vachement à la traîne, et il est grand temps et nécessaire d'y investir. Ça, c'est sûr. Donc voilà, je pense qu'on ne doit pas regarder ça seulement avec les lunettes qui sont peut-être les nôtres, de gens qui, ayant davantage les moyens, ont pu consentir ce type d'investissement, là où on a besoin réellement d'accompagner et d'épauler ceux qui ne le font pas et qui restent de toute manière des contributeurs à leur insu, négatifs sur le plan climatique. Et finalement, tout le monde en fait les frais collectifs. Anthony? Et là où je rejoins Eric aussi, et ce que je comprends peut-être pas, ou j'ai peut-être un peu du mal à comprendre, c'est de dire comment est-ce que vous pouvez contrôler justement ce gain sur la facture, dans le sens où, comme le dit Eric, et je trouve qu'il a raison là-dessus, c'est de dire que est-ce que justement les gens vont pas se dire finalement je paye moins cher, plutôt que de mettre mon pull, je vais justement augmenter un peu le chauffage. Il y a les coûts de l'énergie aussi. Oui, les coûts de l'énergie qu'on ne peut pas prévoir. Voilà, qui sont imprévisibles. Ça, de toute manière, il n'y a pas de paramètres certains en matière énergétique. C'est vrai. On le sait. Et donc, on va être dans un schéma de réflexion en tunnel, avec un prix plancher, avec un prix plafond. Et avec effectivement, d'ailleurs de manière générale, dans la crise énergétique globale, indépendamment de la mesure qu'on préconise, il semble qu'on doit passer par une réflexion aussi de prix qui sont capés.
Bon. Et quand effectivement le prix est inférieur à celui du marché, tant mieux, mais on continue alors de prendre ce prix capé pour pouvoir thésauriser, mettre de côté dans des fonds d'investissement publics, notamment pour la transition. Et quand c'est l'inverse, au moins on est protégé par ce cliquet qui évite alors de devoir surfacturer les coûts énergétiques. C'est typiquement ce qu'il aurait fallu mettre en œuvre et ce que certains États ont mis comme dispositif en action lorsqu'on a été au plus fort de la crise énergétique liée au début du conflit ukrainien. Bon. Après, l'enjeu est de toute manière, même si le modèle est perfectible, et aujourd'hui je ne suis pas en train de vous dire que jusqu'au dernier carat, l'article 17 du mécanisme a été rédigé. Je dis simplement que s'il n'y a pas du volontarisme politique pour pouvoir à un moment donné faire en sorte que là où le besoin se fait ressentir d'isoler puisse être rencontré, et pas que ce soit juste des effets d'aubaine de gens qui de toute manière auraient peut-être fait la démarche, même s'il n'y avait pas eu d'incitant public, on doit pouvoir en tout cas se mettre autour d'une table et réfléchir parce que c'est un enjeu pour les 50 années qui viennent. Et puis dans le programme, on le voit aussi à plusieurs endroits qu'il y a aussi toute une politique de sensibilisation qui va être mise en place aussi pour expliquer, pour inciter, pour que les gens comprennent aussi. Et on va de toute manière être contraints collectivement à faire un petit peu œuvre de sobriété aussi. La consommation énergétique, elle risque d'exploser, et singulièrement la consommation électrique, avec le parc automobile qui est en train de changer, avec la domotique qui explose. Avec ces trottinettes aussi. Et avec tout ce qui est à tendance à s'électrifier, qui n'est pas d'ailleurs neutre non plus sur le plan des émissions de CO2, mais ça c'est encore un autre débat. Mais donc il faut qu'on soit en rendez-vous. Et on a déjà des réseaux qui sont old style et qui ne sont pas aujourd'hui en capacité de pouvoir assumer toutes les charges et même les réinjections d'électricité dans le réseau. Et ça c'est vrai que c'est un des gros problèmes de notre pays. Anthony, Eric, on modifie sa note, on la baisse, on l'augmente. Vous réagissez, vous aussi, en commentaire de cette vidéo. C'est vrai que je n'influence pas. Bon voilà, il augmente d'un point. Allez, j'augmente. Voilà, pour l'intention, pour la vision, la volonté. Comme l'article 17 n'est pas encore rédigé, au bénéfice du doute, je... Convaincu par les 16 premiers, c'est déjà ça. On va continuer à parler finalement un peu d'écologie, même beaucoup, puisque la troisième mesure est liée à la TVA. Il y a une volonté de rester sur une TVA de 6%. Oui, alors il y a eu effectivement à un moment donné le gouvernement fédéral qui a pris une mesure pour réduire à 6% la TVA sur tout ce qui était des constructions, reconstruction, et qui ne se limitait plus à certains secteurs identifiés, mais qui avait une portée générale. Le gouvernement fédéral a décidé de faire marche arrière sur cette mesure depuis quelques mois. Alors, c'est une mesure purement budgétaire de la part du gouvernement fédéral. Si on est un ayatollah de l'orthodoxie budgétaire, on pourra considérer que ça participe des mesures à prendre. Mais je pense que c'est une fausse bonne mesure parce que, elle hypothèque la concrétisation d'une série de projets immobiliers qui étaient déjà lancés, qui étaient déjà dans le pipe et dont le business model intégrait cette TVA réduite. Et donc, on voit maintenant dans les communes qu'une série de projets sont mis sur pause. C'est donc autant de logements en moins de qualité énergétique qui sont mis sur le marché. Et vous le savez, l'offre et la demande fait qu'à un moment donné, tous ces logements qui ne verront pas le jour ne vont pas avoir comme tendance de contribuer à tasser les prix d'acquisition ou de location. Et puis par ailleurs, ça veut dire que vous mettez un frein aussi à des projets de requalification urbaine qui auraient pu être opportunément portés, y compris avec le concours public, dans des zones qui maintenant ne peuvent plus bénéficier de ce taux réduit. Et donc nous, on souhaiterait que ce taux de 6% soit conservé, quelle que soit la localisation du projet de destruction-reconstruction. Eric, Anthony, vous notez, on a reçu la question plusieurs fois justement de ce taux à 6%, des auditeurs qui nous disaient il faut absolument qu'on fixe ce taux et qu'il ne change plus, pour qu'on puisse se projeter. Vous savez, ce qui est dramatique quand vous êtes un acteur économique, quel qu'il soit, quel que soit le secteur, c'est l'insécurité juridique et l'incertitude politique. Parce que les gens font des investissements de long terme qui n'ont rien à voir avec la durée de 5 ans des législatures politiques. Eux, ils doivent pouvoir se projeter au-delà des élections. Et c'est notre rôle, et c'est ce que moi, avec les engagés, j'ai envie de faire, c'est qu'on puisse penser beaucoup plus sur le long terme que le court terme, beaucoup plus aux prochaines générations qu'à chaque fois être omnibulé par les prochaines élections, parce que cette insécurité juridique, elle fragilise notre propre dynamique économique et c'est bon pour personne.
Ce qui va nous fragiliser, c'est la qualité d'écriture d'Anthony, qui nous a fait, je ne sais pas si c'est un 4, un upsilon, un U, je ne sais pas ce que c'est, un H renversé. Non, c'est un 4. C'est un 4 sur 5. Très beau 4. Et Eric qui a fait un 4. On va noter, Maxime, vous allez... Merci. On va noter la qualité du 4. Noter la qualité du 4 sur 5, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'on est tous d'accord. C'est très bien. Faut-il la challenger ou pas? Moi, ce que j'ai envie de challenger, c'est que j'ai vu dans le programme aussi que cette mesure, à un moment donné, elle était liée aussi aux matériaux éco-responsables. Voilà. Est-ce que c'est focalisé là-dessus? C'est-à-dire que si on reconstruit avec des matériaux type béton, type laine de verre, qui sont aussi des matériaux qui sont pas dingues en termes de... Même si aujourd'hui, il y a des entreprises belges qui font de belles choses avec le béton, les 6%, c'est pour tout type de matériaux. Il y a ça le va être béton focalisé. vert qui est en train de se développer, effectivement. Alors, c'est vrai que dans notre logique, la volonté, ce serait de joindre l'utile à l'agréable pour pas que ce soit juste un gain financier, mais que ce soit effectivement un incitant, un changement d'approche dans le type de bâti avec des matériaux éco-responsables pour que, quelque part, le calcul aussi de l'impact gris des matériaux, de leur réusage, puisse être mieux intégré et donc que ce soit vertueux sur la création de logements, sur la soutenabilité financière, mais évidemment sur la contribution environnementale. Alors à moi de vous challenger encore un peu, matériaux éco-responsables, matériaux idéalement locaux, le prix va exploser. Donc la réduction... Alors c'est une des raisons pour laquelle les engagés proposent de supprimer la TVA et de la remplacer par la TVE, c'est-à-dire la taxe sur la valeur environnementale. Aujourd'hui, que toute une série de biens de consommation, quels qu'ils soient taxés à 21%, quelle que soit leur provenance, n'a pas de sens. Moi, je préfère avoir un socle à 12%, par exemple, et puis en fonction des émissions de CO2 qu'il a été nécessaire pour importer ou pour produire l'article, que vous soyez alors davantage pénalisé avec cette TVE si vous venez de loin ou que si ça a été très consommateur d'énergie et de pollution. Et donc, ça veut dire que quand vous produisez local, à proximité, vous aurez un taux de TVA qui sera réduit par rapport à ce qui viendrait de l'extérieur et donc il y a un incitant financier à consommer proximité. On invite tous les entrepreneurs aussi à réagir en commentaire de cette vidéo. Eric, Anthony, on reste sur le 4, on challenge encore un peu. Sur la TVE, il va falloir, là vous allez vider le chômage parce qu'il va falloir engager quelques contrôleurs. Parce que c'est clair que des produits, je veux dire des tomates ou des pommes de terre, j'en sais rien, c'est assez facile. Il y a des produits transformés qui sont envoyés à gauche. Carrière wallonne aussi. C'est le rendez-vous des maraîchers. C'est une nouvelle émission qui démarre là maintenant. Non, mais voilà. Donc la mesure est vertueuse. On est tout à fait d'accord. Après, comme toute mesure, la mise en place fiscale, le contrôle, c'est essentiel. Et on sait qu'on ne l'aime pas beaucoup en Belgique, mais pourtant il est indispensable. Vous savez, quand on fait un petit comparatif européen, en moyenne, les États, les trésors publics des différents États ne perçoivent pas 7% de la TVA qu'ils seraient en droit de percevoir. Mais en Belgique, c'est 14%. 2 fois plus de TVA éludée, qui disparaît. Si simplement on se donnait la peine de tendre vers la moyenne européenne, je ne dis même pas d'être le premier élève de la classe, on pourrait récupérer annuellement 4 à 5 milliards qu'on pourrait alors réinjecter dans une série de projets, ceux qu'on a évoqués ou d'autres dans des secteurs divers comme la santé, la sécurité, la justice, etc. Comme à chaque fois, le temps avance à une vitesse incroyable. Le dossier des chroniqueurs, ça démarre maintenant. Ils ont bien travaillé sur le chapitre des droits de succession. Maxime, juste pour résumer, contextualiser, quelle est votre grande mesure par rapport aux droits de succession ? Alors, nous sommes le seul parti qui, dès le départ, a demandé qu'on supprime ces droits de succession. D'abord parce qu'il nous semble immoraux. Commencer à avoir l'État qui va se sucer sur le dos des familles au moment où elles sont confrontées à un deuil, ça me semble pas approprié. D'autant que ces personnes qui décèdent ont elles-mêmes largement, la plupart du temps, contribué à renflouer les caisses de l'État durant leur vivant. 2, c'est injuste. Parce que le PTB, comme d'autres, dit « Ouh, mais attention, c'est une des seules taxations qui permet de rééquilibrer un petit peu les patrimoines entre les familles riches, celles qui ne le sont pas. » Que nenni. La vérité, c'est quoi? C'est que les familles nanties qui ont de l'aisance financière, qui ont la crainte de devoir payer des impôts importants, ça fait longtemps qu'avec un expert fiscaliste, elles ont déjà fait leur montage pour pouvoir éluder cet impôt. Meilleure preuve, quand le milliardaire Albert Frère est décédé, le gain en droit de succession pour l'État, 0 balles, c'est QFD. Et 3, c'est en plus un impôt extrêmement confiscatoire, parce que selon le degré de parenté, vous êtes
ponctionner dans des proportions qui en Wallonie peuvent aller jusqu'à 80%. Et donc nous disons ça ne va pas. Pour éviter tous ces montages, pour éviter l'impôt, pour avoir un truc injuste, faisons en sorte alors de remplacer ces droits de succession par une contribution forfaitaire de l'ordre de 5%, quel que soit le lien de parenté. C'est suffisamment faible que pour ne pas devoir commencer à faire plein de montages fiscaux, à devoir l'éluder. L'assiette alors est plus large sur laquelle s'applique cette perception, ce qui n'est pas alors de nature à obérer les finances de l'État. On supprime et on remplace. Eric. Alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait que la façon dont les différentes tranches sont confiscatoires, parfaitement injuste, surtout en 2024, où on sait que voilà, des familles recomposées, c'est beaucoup moins traditionnel qu'il y a 10, 20 ou 30 ans. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, en termes de nouveau de financement, c'est clair que là il va falloir, on passe de parfois 80 à 5, disons 5. Comment est-ce qu'on va faire et alors vous parliez, c'est plus de droits de succession, mais vous aviez une autre appellation pour ça. C'était les droits de transmission ou les fameux la contribution 5%. Mais pour répondre à votre première objection, vous avez 80% sur une somme très faible, ou 5% sur une somme très importante qui n'aura plus eu l'intérêt d'être éludée parce que notre régime est en fait soutenable, acceptable, n'est pas un coup de fusil. Au niveau des recettes, vous aurez des gains similaires, si pas parfois meilleurs. Donc c'est l'assiette fiscale qui se trouve élargie par le fait que le taux appliqué ne fait plus fuir tous les grandes richesses qui jusque-là éludent avec des fondations, éludent avec des montages fiscaux. Ah, bel argument là. Vous demandez vous hocher de la tête. C'est logique. C'est logique, mais d'un autre côté, à voir aussi si, de nouveau, ça c'est un peu, je vais pas dire une spéculation, mais est-ce que justement les ultra riches ou ceux qui ont effectivement des gros patrimoines vont pas se dire ok, je préfère quand même 0 que 5 et je vais continuer à faire. Ça existe, si le montage existe, pourquoi je le ferai plus? Parce qu'il y a toujours un risque encouru derrière et il faut qu'on puisse alors réviser les autres mécanismes à côté de ça, y compris ceux des fondations. Voilà. Donc moi je pense qu'on est dans une démarche où les Belges payent trop vite trop d'impôts, surtout presque parfois sur rien. On ne peut pas en même temps dire que ça doit changer. Et puis dès qu'il y a une mesure qui est proposée de changement, on dit oui mais attention, alors ça va fragiliser l'État. Non, il faut juste être conscient que l'objectif de la mesure n'est pas, qui grosso modo fait 700 millions au niveau du budget wallon. Puisque c'est une matière régionalisée, il faut s'assurer évidemment que ça ne va pas faire perdre des centaines de millions dans le budget de l'État qui en a besoin pour toute une série d'autres services publics. Mais il y a moyen de taxer autrement, différemment. Et vous savez, la plupart des gens, y compris dans les familles fort aisées, sont parfois les premières à considérer qu'il est normal de payer un impôt. S'il est considéré comme juste, soutenable. Ici, il est confiscatoire. Il n'est pas juste dans les résultats qu'il produit. Et c'est pour ça que ça n'a pas de raison de s'entêter à vouloir le conserver, plutôt qu'essayer un modèle qui va être plus correct. Et souvent, qui sont alors les familles qui continuent de le payer? Celles qui n'ont pas pensé à faire un montage fiscal ou qui n'en ont pas les moyens. Et donc, c'est les familles moins nanties ou la classe moyenne qui continuent d'être le couillon dans l'histoire. Aujourd'hui, Eric, il y a une manière de finalement donner une partie de son patrimoine, de le léguer. Les donations, mais est-ce que dans votre monde, à vous, avec cette mesure-là, avec les droits de succession qui sautent, est-ce qu'on continue à permettre ce genre de donation? Mais aujourd'hui, vous avez des taux d'ailleurs de donation qui excèdent les pourcentages que je viens de vous communiquer, selon les régions où on se trouve. Et donc, ça aura peut-être tout autant d'intérêt de rester dans le régime que je propose. Et donc, on est dans une démarche où, pourquoi les donations sont-elles attractives ? Précisément parce que c'est une manière d'essayer d'éviter de devoir se faire flinguer après avec les droits de succession. Et donc, on doit repenser globalement cette approche pour qu'elle reste simplement juste et correcte. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, là, je te rejoins tout à fait. Aujourd'hui, il y a donation. Alors, on donne parce qu'on a envie de donner, parce que c'est nécessaire économiquement. On se dit voilà. Hein, mais on donne aussi souvent beaucoup pour éviter les droits de succession en disant que la fin est proche. Hein, on sent qu'on arrive. On va bien. Au bout du tunnel. C'est au bout du rules. Hein au début de quelque chose d'autre, on ne sait pas. Oui, mais parfois plutôt que ça, en disant je garde la nue propriété. Et puis, moi, je pense qu'effectivement, il faut globaliser les deux parce que sinon, ça n'a pas de sens. De garder les donations telles qu'elles sont aujourd'hui et de réformer complètement les droits de succession, je trouve que c'est un peu contradictoire. Ça, c'est
Premier élément. Deuxième élément, c'est vrai que en fait, ce que tu dis, la classe moyenne qui est toujours le couillon de l'histoire, on est tout à fait d'accord. Par manque d'information aussi d'éducation financière. Oui, mais aussi quelque part par manque d'intérêt, parce que payer un fiscaliste bonbon, parce que ces gens ne travaillent pas gratuitement, qui vont vous faire des montages fiscaux de malades, pour économiser 2 millions d'euros de droits de succession, ça vaut le coup. Pour en économiser 20 000, ça vaut sans doute moins le coup. Donc, c'est clair que les gens sont moins éduqués et ont moins un intérêt dans la classe moyenne. Donc, eux, ils se disent, je vais, comme d'hab, passer à la caisse. C'est tout dit, le petit grosse-poche, comme on dit. Exactement. Et donc, voilà, c'était la seule fois où j'ai parlé wallon de mes interventions ici. Et je suis seul à avoir compris. Maxime est ému. Mais ça te fait pas mal. Hein, non. Que nenni. 2 fois, ça y est. Il est chaud. Mais donc, oui, ça, je pense qu'effectivement, la mesure, le principe de la mesure est vertueux. Après, on donne, et peut-être qu'on recevra après, parce que ton équation d'assiette fiscale qui va augmenter, oui, mais est-ce qu'elle va assez augmenter? Est-ce que tout le monde va jouer le jeu? Grand point d'interrogation. C'est comme quand l'État prend des mesures en postulant les effets retours. Oui, en matière économique, il y a toujours une incertitude. On peut faire des projections, des hypothèses. C'est la nature même de l'économie, d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Et puis, on constate après. Et si ça n'a pas toujours l'effet retour escompté, on ajuste le dispositif. Ça, c'est le cycle de la vie, inévitable. Grosse pensée pour le décret paysage. Mais je pense, quand tu dis que là... Non, voilà, petite parenthèse pour ceux qui suivent un peu l'actualité politique. Eric, Anthony voulait juste réagir. Juste la question aussi, c'est, donc on parle de 5%, on parle donc du coup ce serait sur éventuellement... Il y a un abattement aussi qui est prévu sur les 100 premiers 1000 euros. C'est ce que j'avais demandé en fait, il y a un abattement sur les 100 premiers 1000 euros. Est-ce que du coup c'est une fois? Est-ce que si je veux par exemple donner à mes enfants, j'en sais rien, de mon vivant 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, du coup, je l'abattement tout le temps. Oui, non, c'est... Non, mais bien sûr. Il faut des garde-fous, parce qu'on connaît l'ingéniosité des Belges pour pouvoir trouver... Merci, je prends ça comme un compliment. Mais ça l'est, pour rentrer par la fenêtre quand on n'a pas su le faire par la porte. Donc, à un moment donné, il faut calibrer ça. Je ne sais toujours pas si c'est l'article 17, mais en tout cas, ça sera prévu, parce qu'on doit mettre des garde-fous. L'objectif, c'est pas non plus d'aller commencer à raser gratis et à faire en sorte de vider de ses ressources le pouvoir public qui en a besoin pour toute une série d'éléments du quotidien des citoyens. Ok, donc a priori sur les 100 premiers 1000, oui, et tout ce qui dépasserait même au cours du temps, ce serait 5%, quoi. Ça me semble logique. Tiens, et puisqu'on est dans la fiscalité immobilière, enfin dans la fiscalité au sens large du terme, les droits d'enregistrement en dehors du fait qu'ils pourraient être financés sur plusieurs années, vous ne prévoyez pas de les réduire, parce que là, il y a quand même... Ça pourrait être le compromis, finalement, dans le cadre d'une coalition, c'est de dire... Sauf que là, je renvoie à ce que vous avez dit vous-même, en vous préoccupant à chaque fois de la soutenabilité financière des mesures. Je ne vais pas pouvoir, en même temps, prendre 17 mesures et dire les 17 ont réduit partout. Donc, à un moment donné, c'est faire des choix. Il faut ajuster le tir, et là où ça nous semble plus essentiel, et notamment les droits de succession. Ok. Il y a un bel chiffre 17, hein. 17e article, 17e mesure, 17... Oui, il faut voir... est-ce qu'on est le 17 aujourd'hui? Non. On est le 18. Je sais pas pourquoi, j'ai ça en tête depuis ce matin. Bon, les chroniqueurs, c'est votre dossier, on le clôture là, ou on a encore... je peux encore vous laisser 2 minutes si vous voulez. Ou alors on peut le clôturer, hein, on clôture, on prend ce temps-là pour les questions de nos... Voilà, on garde le temps pour les questions de nos followers. De la commune. Voilà, un petit moment d'émotion, vous allez pouvoir ouvrir l'urne. Dans un instant, piocher une question, et ce sera Eric qui fera la lecture, hein, comme ça. Je ne sais pas lire, moi. Les engagés, 20%. Donne-moi ça, toi. Peut-être qu'on a déjà répondu à la question, c'est possible. Une autre, ça concernait le MR. C'est l'occasion de le rappeler qu'il y a aussi la vidéo de Georges-Louis Boucher qui est disponible sur notre chaîne YouTube, et tous les présidents de parti seront là bientôt sur notre chaîne. Oui, ou ils l'ont déjà été. Pierre, c'est une question de Pierre. Est-ce que le droit à la propriété doit encore exister ? Oui, bien sûr, c'est un droit constitutionnel et je pense que c'est important. Je ne fais pas partie de ceux qui, comme les communistes, considèrent que tout doit être collectivisé. Mais c'est quoi le droit à la propriété ? Tout le monde a cette idée sur le principe et sur le concept. Mais comment est-ce que constitutionnellement on peut garantir ça ? C'est pas possible.
Si, le principe, et d'ailleurs c'est dans les textes de loi et juridiques, vous pouvez même aller devant les tribunaux pour 17. pouvoir le défendre si celui-ci est mis à mal. Vous avez à un moment donné des investissements qui sont réalisés, qui sont du ressort de votre propriété, et il n'y a pas de raison que tout le monde aille les spolier et aille les prendre. Donc je crois que c'est un élément essentiel au cours du temps et de la vie, et on voit d'ailleurs même aujourd'hui dans des débats liés tantôt aux anciennes colonies, tantôt à la Shoah, etc., combien ces enjeux liés à la propriété qui méritent d'être restitués et garantis sont fondamentaux. Donc moi je pense que c'est un élément clé à devoir garantir. Ce qui est vrai par contre, c'est qu'on voit une évolution sociétale. Autant on a les jeunes générations maintenant qui passent leur permis beaucoup plus tard, qui se marient plus tard, qui ont des enfants plus tard, qui sont moins au taquet d'avoir la bagnole, comme notre génération considérait que la bagnole c'était la liberté, et qui sont plus branchés sur les transports publics. On remarque aussi que beaucoup sont moins dans le mood de nos générations et des prédécesseurs en disant il faut à tout prix être propriétaire. Ouais. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui disent mais non, moi être locataire ça me convient très bien, ça me donne plus de fluidité dans mon parcours de vie, puisque autant parfois je change de job tous les 5 ans, autant rien ne dit que je vais pas changer de contrée régulièrement au cours de mon parcours de vie. Et donc peut-être que pour les jeunes générations la notion de droit de propriété est moins ancrée dans les tripes qu'elle ne le fut pour nous, mais voilà, ça reste en tout cas un droit important à devoir garantir. Et puis c'est un des côtés positifs des réseaux sociaux aussi, l'éducation financière dont tu parlais. Aujourd'hui on est confronté régulièrement sur TikTok, même Instagram, à des gens qui essayent de nous éduquer, beaucoup d'escrocs aussi, mais on se rend compte que tu as une jeunesse aussi qui cherche à investir peut-être parfois ailleurs que dans l'immobilier pour garder cette flexibilité, cette capacité. Mais je pense que ce serait bien d'intégrer d'ailleurs, outre le numérique, outre la sensibilité à l'environnement, dans les cursus scolaires, on le préconise d'ailleurs avec les engagés, des infos aussi sur ce qu'est simplement la réalité de la vie. Moi, je me souviens d'avoir entendu quelqu'un qui, au sortant de la vingtaine, en démarrant la vingtaine plutôt, n'avait pas conscience qu'en faisant un prêt auprès d'une banque, il y avait des intérêts. Et donc, ça semble évident, mais pour beaucoup, ça ne l'est pas, parce qu'il n'y a pas toujours dans le milieu familial l'éducation qui est prodiguée. Et donc, cet enjeu de se faire assurer, par exemple, pourquoi, à quoi ça sert une assurance, ce sont tous des éléments qui devraient, à mon avis, faire partie aussi de ces enjeux d'information civique. Même la déclaration fiscale, hein, c'est marrant, mais les gens ne savent pas. On se dit, je dois remplir mes contributions. C'est le monsieur de la commune qui le fait. Ouais, mais t'as vérifié? Parce que lui, c'est pas son job. Mais non, je comprends pas, je paye de l'impôt, j'ai ça. Mais alors, des charges des citoyens, on a plus de 800 entrées aujourd'hui dans la déclaration fiscale. C'est une des premières Kafka. Alors, ça garantit les beaux jours des comptables et des experts fiscalistes, c'est très très bien. Mais si on pouvait simplement la simplifier aussi, on a d'ailleurs un régime fiscal qui est aujourd'hui frankensteinien. Je pense qu'à force d'avoir fait des retouches dans tous les sens, on ne voit plus à quoi ça ressemble, et il faudrait y réintégrer des notions de simplicité, des notions de transition écologique et numérique aussi, parce que c'est vraiment plus adapté. Tiens, quid de la taxation des loyers? Nous sommes pour une globalisation des revenus, mais hors les loyers. Globalisation. Ça c'est une globalisation. Non. Une quasi-globalisation. Mais donc, si tu mets pas les loyers, tu mets quoi d'autre? Les revenus du capital. Donc, on est demandeur qu'il y ait les revenus du travail et les revenus du capital qui puissent être globalisés. L'assiette s'élargissant, ça permet de diminuer les taux, notamment pour redonner de la respiration aux travailleurs, mais que les spéculateurs soient aussi quelque part dans le coup au niveau de la contribution financière, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui permet d'expliquer pourquoi 1 euro issu des revenus du travail soit taxé plus lourdement qu'1 euro du revenu du capital. En gros, qu'on torde le cou des travailleurs, mais qu'on foute la paix aux spéculateurs. Ça ne va pas. Par contre, s'agissant des loyers, on dit clairement que c'est hors du champ, parce que là, on reste avec le mécanisme qu'on connaît aujourd'hui du précompte ou du revenu cadastral. Nouvelle question, Maxime. Avant-dernière question, avant de devoir se dire déjà au revoir. Je fais tourner les boules. Il y a des papiers froids et des papiers chauds. Oh là, c'est une longue. Sébastien. Voilà. Et il répond aux questions avant qu'on les pose, celui-là. Pourquoi ne pas envisager un renouvellement de la TVA à 6% pour la rénovation-reconstruction? Je vous l'ai dit que cette question a été posée plusieurs fois. Hop. Merci. Les locataires sont mieux protégés que les propriétaires en cas de souci. Serait-il possible de faciliter le processus de résiliation d'un bail pour faute locative? Est-il prévu d'améliorer ce point? Ça aussi, c'est une question qui revient souvent dans la communauté. Et elle est légitime. On a effectivement un droit qui protège pas mal les locataires, notamment pour éviter les expulsions abusives ou à répétition. Mais je ne pense pas qu'on ait atteint le juste point d'équilibre, parce que comme bourgmestre, je suis très régulièrement confronté aussi au désespoir d'une série de petits propriétaires
peu importe leur âge d'ailleurs, mais souvent c'est les personnes plus âgées dont on abuse de la confiance, qui, en voulant rendre service, en ayant rencontré des gens qui, de prime abord, quel que soit leur profil, leurs origines, etc., étaient dans une démarche bienveillante, ils ont voulu répondre favorablement, et puis ils se font arnaquer, il n'y a plus de loyer de payer, c'est la croix à la bannière, il faut faire des frais avec des avocats, il faut aller devant le juge de paix, et donc conclusion, c'est à la fois des frais complémentaires pour ce propriétaire qui au départ voulait rendre service, et deux, c'est des pertes de revenus pendant toute la durée des procédures en question, sans avoir toujours la garantie de le récupérer par la suite. Et donc je pense que on a par exemple immunisé la période hivernale pour les expulsions, etc. Tu es pour ou contre ? Je pense que ça peut se justifier pendant les mois les plus ardus. Je pense notamment à décembre, janvier, février. Aujourd'hui, la période est plus large. Donc, et la procédure est beaucoup plus lourde. Hein. Et elle est plus compliquée. Et on le voit du côté des communes qui gèrent en back-office les expulsions aussi à proprement parler. Et qui ont tendance à aller crescendo. De plus en plus, c'est ça qui est aussi un signal d'une précarité croissante de la société. Et donc je pense qu'on doit pouvoir à un moment donné redébattre aussi de quel endroit place-t-on le curseur pour ne pas non plus être dans une démarche où finalement, comme on l'a eu tendance, avec ce fond de sauce un peu gauchisant que l'on connaît dans le sud du pays, à considérer que seul le locataire devait à chaque fois être préservé parce que c'était le petit, contre le grand méchant propriétaire qui ne pense qu'à lui sucer un loyer. Donc je pense qu'on doit verser dans aucune caricature d'un côté ni de l'autre, mais je ne suis pas certain qu'aujourd'hui le curseur soit vraiment au point d'équilibre. Eh ben, c'est une belle émission. On vient de vivre. Là, il a bien parlé. Oui, mais franchement, c'est bien. Il a dit des choses, j'aurais pas dit mieux. Non, mais c'est vrai qu'on a eu Georges Louis qui avait un discours forcément qui défendait les propriétaires. Puis on a eu l'extrême gauche qui défendait les plus précarisés. Là, on a un discours qui la est voix plus du nuancé. centre. Mais c'est ça la voix du centre. Faiseur de roi. Tu n'as pas été arbitre au football, toi. Être arbitre au foot, c'est quand même quelque chose de très formateur pour faire de la politique, puisque c'est d'abord là qu'on apprend à se faire insulter. Voilà. Pas mal. Et on le rappelle aussi dans chaque émission, pour chaque émission, nous l'idée c'est pas, on n'est pas pour l'un ou pour l'autre, même si chacun a son avis. Le but ici c'est dans une bonne ambiance d'évoquer, puis c'est à vous d'aller faire votre travail aussi, d'aller analyser les 700 pages du programme des engagés. Lesengagés.be. Il y a des petits résumés à chaque fois. Et surtout l'article 17. Très important. Super important. Il n'y a pas d'article 17. Aux États-Unis, il n'y a pas de 13e étage. Sur le programme, il n'y a pas d'article 17. Non, mais pour rebondir sur ce qu'il a dit rapidement, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Non pas parce qu'il faut protéger plus le propriétaire que le locataire, c'est un partenariat. Une location. Le propriétaire ne demande pas à foutre son locataire dehors ou à lui sucer tout son argent. Il demande juste de recevoir son loyer, que son bien soit respecté, géré correctement. Et la majorité de ces contrats se passent bien, mais simplement, c'est un échec quand on doit mettre quelqu'un dehors. Je ne crois pas, comme je disais à François de Smet, je pense, je ne crois pas qu'un propriétaire se lève le matin en disant aujourd'hui ça va être une bonne journée, je vais mettre une famille sur la rue. Bien sûr. Donc voilà, donc effectivement, je pense que tu as raison, l'équilibre doit quand même être un tout petit peu modifié, non pas en faveur, mais pour revenir sur quelque chose de plus équilibré, tout à fait. Merci Anthony, merci Eric, merci Maxime d'avoir accepté l'invitation. Et puis force et courage pour la suite de la campagne et pour les coalitions qui vont devoir être construites à l'issue des votes. Et on vous dit à vous qui vous avez regardé encore dans cet épisode, à très vite, puisqu'on doit encore recevoir 2 parties, écolo et PS, quelques complications pour booker tout ça, mais on va y arriver, les amis. Et que peut-on dire d'autre ? Merci à Imovlan. Mais oui, d'avoir soutenu encore cet épisode. Allez voir aussi tout ce qui se fait sur le site d'Imovlan. Téléchargez l'application. C'est important. On ne le dira jamais assez. Et à très bientôt, les amis. Ciao, ciao.